La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Cet article 4 de la DDHC nous démontre que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les prisonniers ont des droits et méritent de vivre dans des conditions humaines. En Tunisie, ces droits semblent être ignorés par l'État et par la société, banalisant ainsi ce monde carcéral qui nous est inconnu. Nous pourrons donc nous demander en quoi les conditions dans les prisons tunisiennes sont-elles une atteinte aux droits fondamentaux et quel regard porte la société sur ce phénomène. Ils sont photographes, dessinateurs, journalistes, chanteurs ou encore réalisateurs, et tous ont un point commun. Ils ont dévoilé et mis à nu les conditions dans les prisons. Voici une interview de Hela Amar, artiste visuel engagé et juriste, qui réalise en 2012 à Tunis au festival Dream City un projet photographique nommé Kunfa. Les conditions sont terribles. Elles sont réellement terribles, c'est-à-dire d'abord l'état des lieux. Ce sont d'anciennes fermes coloniales, le plus souvent, qui ont été transformées en centres de détention, en prison, et donc qui ne répondent pas du tout aux conditions d'incarcération d'une part. À cet état de lieu s'ajoute le fait qu'il y a un encombrement insupportable, c'est-à-dire des cellules accueillent parfois 2 à 3 fois le nombre de détenus qu'elle devrait accueillir. Et puis, à l'intérieur de ces cellules-là, il n'y a pas, en plus, de respect de la distinction qui doit être faite entre des primo-délinquants, c'est-à-dire qui sont incarcérés pour la première fois, les longues peines, il n'y a pas de distinction entre les délits, il n'y a pas de distinction entre les jeunes et les vieux. Donc c'est des conditions qui sont réellement insupportables. Et donc du coup, ça crée énormément. Un peu moins parce qu'on en a quand même parlé. On parle de beaucoup de torture, mais surtout dans les centres de détention, dans les postes de police. On n'en parle pas assez dans les prisons, mais ça arrive plus qu'avant. Parce que c'est quoi la prison en réalité? C'est une sanction qui a été décidée par la société pour un acte donné. Cette sanction, c'est uniquement la privation de la liberté d'une personne. Or, on se rend compte que dans la mentalité de beaucoup de monde, je ne vais pas dire de Tunisiens, mais c'est partagé par le reste de l'humanité, malheureusement aussi, peut-être un peu plus chez nous, c'est que la privation de la liberté n'est pas suffisante. Il faut en plus humilier, il faut en plus maltraiter, il faut en plus atteindre à la dignité de la personne. Et donc, du coup, la sanction ne relève plus de cette sanction civile qui a été décidée par l'État, qui a été décidée donc par la société, mais elle relève plutôt d'un désir de vengeance, d'un désir bestial finalement, primaire, de vengeance d'une personne par rapport à elle. Et je pense que c'est اكداس الذباي برشا عذاب روايح ونتن بلم لحبس على فما هم انا من البيض حساب 5 على 5 جيت سكريتك معونك صباراهي محمسة انسى الابتداء جيت تحكون هوني فما رفسة هوني فما رسيون هوني فما كبرانة رجلتها جيعانة في دارها شبعانة عطاكم عفانة سبولة بسينة لامات لقرا تسوي الشيركو كبران شرالينا فوي شمري باش نفيكو 40 حبس للرجال 40 والحي. Le problème des conditions carcérales en Tunisie remonte depuis bien longtemps et n'est absolument pas le fruit de la révolution. Avant le 14 janvier 2011, les sources d'information étant rares à cause des régimes autoritaires qui ont imposé la censure, ont fait connaître au système pénitentiaire de nombreux soucis depuis Bourguiba, d'après les données récoltées. Nombreux sont les témoignages d'anciens prisonniers, notamment politiques, qui dénoncent les conditions carcérales insalubres. Parmi eux, on retrouve Mansouf El-Matri, ancien chef de corps de l'artillerie tunisienne, et Qadour Ben Yushret, sympathisant youssefiste, qui, suite à leur participation au coup d'État de 62 contre Bourguiba, sont jetés dans les catacombes de Borjoroumi à Bizerte.
C'est à l'origine un entrepôt de munitions creusé par la France d'occupation qui devient très vite le symbole de la terreur. Leurs cellules se trouvaient à 6 mètres sous terre, avec une surface de 3,5 mètres sur 3 mètres. Dénudés, pieds nus, affamés et assoiffés, ils étaient enchaînés au sol comme des bêtes. À 4 par cellule, ils n'avaient qu'une couverture chacun, un bout de pain par jour comme unique repas et un vieux seau en plastique pour faire leurs besoins. Le froid, la sédentarité, l'humidité élevée, le manque de nourriture, l'absence de soins et de soleil étaient des facteurs qui ont causé des rhumatismes, des tuberculoses, l'extrême maigreur et l'affaiblissement persistant des prisonniers. Mais les prisonniers ont aussi connu la torture, comme certains dirigeants syndicaux tunisiens, dont Mohamed Azdin ou Taïeb Bakouche, qui reviennent sur le supplice de la balançoire. Après des années de terreur et de pression sous Bourguiba, qui représentait le pouvoir absolu, suscitant totalement la peur du jugement et de la prohibition de ce système carcéral, survient le coup d'État médical, où Ben Ali prend la place de ce dernier. La Constitution connaît alors des changements considérables en 2002 sur les libertés et les droits humains. La République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acceptation universelle, globale, complémentaire et interdépendante. Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement dans le respect de sa dignité. Cependant, malgré les changements réalisés, Ben Ali continua le parcours déjà tracé par son prédécesseur, avec un refus d'application de ces textes de loi. Des témoignages accablants ont été retrouvés sous l'époque de Ben Ali. Cependant, la plupart éradiqués par la censure. Une fois la dictature finie, plusieurs sources telles que les Nations Unies et le Conseil de l'Europe ont enfin pu déclarer que la Tunisie détenait sous Ben Ali 31 000 prisonniers, qui se trouve être le taux le plus élevé de tous les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à l'exception d'Israël. Un temps qui se trouve être l'un des plus désastreux et contradictoires avec les droits humains. 3 personnes m'ont amené au sous-sol. J'ai entendu des personnes en train d'être torturées et crier. On m'a mis à terre et on a commencé à me battre sur tout le corps avec des bâtons et des tuyaux métalliques. Ils m'ont cassé un bras et une dent, le sang giclait de partout. Un autre jour, 3 agents m'ont monté au 10e étage. L'un d'eux était énorme. On l'appelait Bois dur. Il m'a pris la tête entre ses jambes. Il m'obligeait à compter jusqu'à 1000 tout en me frappant le visage. On m'a descendu un jour à la cave et on m'a attaché le corps à un bout de drap noué sur des menottes qu'on a attaché à une poulie scellée au plafond. On m'a soulevé en l'air et on a attaché mon sexe à une ficelle. Ils m'ont menacé si je collabore pas avec eux. Ils m'ont dit que je perdrais ma femme, qu'ils chercheraient un autre mari. Un des agents s'est mis à me sodomiser avec un manche à balai, tout en rigolant. Le lendemain, on m'a amené à la chambre électrique, puis on m'a dénudé, aspergé d'eau et mis des fils électriques sur le corps. J'ai cru en mourir. Un autre jour, ils m'ont lié les mains et les pieds, m'ont mis dans la position du chien, ont commencé à me violer, et l'un d'eux a vidé son sperme avec force dans ma bouche. Si le suicide n'était pas une faute grave que Dieu ne pardonne pas, je me serais suicidé. L'ONU a publié jeudi 27 mars 2014 un rapport au titre éloquent « La situation des prisons en Tunisie entre standards internationaux et réalité », dénonçant les conditions de vie dégradantes et inhumaines des prisons tunisiennes. État des lieux. Les quelques 22 000 prisonniers recensés sont détenus dans des cellules collectives très mal ventilées, d'environ 50 mètres carrés pour 40 prisonniers à peu près par cellule. Les pièces sont organisées en rangées de lits doubles ou triples, superposés, à peine espacés les uns des autres, séparés au milieu d'une allée de 2 mètres de large qui mène aux toilettes. Celles-ci sont séparées de la pièce principale par un mur seulement, sans aucune porte, comme le décrit Eric Goldstein, directeur adjoint de la division au Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Ajoutons à ces conditions de vie dégradantes les bâtiments en situation de délabrement pour la plupart, qui n'étaient pas conçus au départ pour héberger des prisonniers, et les infrastructures délabrées, cause directe de la détérioration de la santé physique et mentale des prisonniers, mais aussi de leur hygiène personnelle. De plus, confrontés à des nuits inconfortables, nombreux sont les prisonniers qui sont atteints de faiblesse musculaire. L'insupportable promiscuité entre détenus explique donc les tensions permanentes et la violence qui caractérisent les rapports interindividuels dans ces micro-sociétés, sans parler des viols et sodomisations fréquents, comme le souligne Khmaes Xila dans son ouvrage « Les prisons tunisiennes vues de l'intérieur ». Ce taux de surpopulation est calculé à 150,6% dans la prison de Kasserine, 138,2% dans la prison de Qalwin et 115,6% dans celle de Macédine à Sousse. Le Comité européen de la prévention de la torture recommande un espace minimum de 4 mètres carrés par prisonnier, ce qui se trouve absent dans les prisons tunisiennes. Dans les cellules que Human Rights Watch a visitées, chaque détenu avait son propre lit. Cependant,
Il déclarait la présence de périodes pendant lesquelles certains devaient dormir à même le sol. D'autres affirmaient qu'une liste d'attente a été mise en place pour l'obtention d'un lit individuel. Il existe en Tunisie 6 centres de rééducation et 27 prisons, dont 19 unités de détention préventive. Un nombre impressionnant, vu que ces dernières sont bien plus nombreuses que le nombre de régions. Un tiers des prisonniers est condamné pour consommation au trafic de drogue, restant la cause majeure de la surpopulation. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons interviewé l'avocat Razim Rabet, défenseur de la jeunesse tunisienne liée à la drogue, tel que Cafon et Wedequins. La situation des prisons en Tunisie et la façon dont sont devenus la plupart des incarcérés est très dure. Alors, il y a bien sûr quelques maladies qui circulent, telles que la gale, etc. On a droit à une douche une fois par semaine, une douche très rapide, souvent avec de l'eau froide. Dans cette loi 52, il y a l'article 12 qui interdit aux magistrats d'appliquer l'article 53 du Code des procédures pénales qui permet à chaque condamné de bénéficier des circonstances atténuantes. Si on n'a pas d'antécédents, si on est dans une primo-infraction, l'inculpé peut bénéficier des circonstances atténuantes, c'est-à-dire une simple amende ou de la prison avec sursis. Pour ce qui est des drogues, la législation est très dure. Le juge ne peut pas appliquer les circonstances atténuantes, c'est-à-dire il ne peut appliquer que la peine minimale, c'est-à-dire 1000 dinars et 1 an de prison ferme. Les mentalités changent. Je n'invite personne à consommer de la drogue. Il faut axer la réforme sur plus de prévention. La sanction n'a pas apporté de résultats positifs. La preuve, le nombre de consommateurs augmente d'année en année et on dit, d'après les chiffres qu'on a, que le tiers de la population carcérale a été condamné pour consommation de cannabis. C'est quand même un tabou parce qu'il y a la torture qui continue. Il y a des violences des gardiens contre les prisonniers. Il y a la drogue dans les prisons. Il y a encore l'homosexualité qui reste un sujet très tabou en prison et on n'en parle pas. Il y a des viols. Il y a tout ça, il y a tout un micmac, si j'ose dire, qui fait en sorte que certaines personnes, surtout de l'ancien régime, qui sont en prison, qui n'ont pas les mêmes conditions que les autres, et voilà, où il y a une certaine corruption à l'intérieur même. C'est un monde à part, la prison. Ils leur permettent de faire entrer certaines choses interdites, des lames, de la drogue, des bonnes cigarettes, de la bonne bouffe pour certains. Razim Rabet nous a donc expliqué toutes les infractions présentes dans les prisons tunisiennes, en contradiction avec la loi, mais surtout de la Constitution, car tout prisonnier a le droit à un traitement humain qui garantit sa dignité, extrait de l'article 30 de la nouvelle Constitution de 2014. Qu'en est-il de l'avis du peuple et de l'image qu'il a de la prison ? Voici quelques opinions. La prison est encore aujourd'hui un sujet tabou, qui est loin d'être brisé. Dans ses interviews réalisées au centre de Tunis, dans l'avenue d'Habib Bourguiba, 2 personnes seulement ont accepté de montrer leur visage. Le reste a catégoriquement refusé, par peur peut-être. Ceci nous montre que le peuple n'a pas l'habitude de parler de la prison, pas l'habitude d'entendre des choses à propos de cet univers qui est totalement isolé, ou peut-être ne s'y intéresse pas. Il nous parle de violence, de conditions quelque peu épuisantes, mais rien de vraiment concret. Même si la révolution a été un espoir de délivrance pour tous les citoyens, permettant l'acquisition de libertés et de droits tels que la liberté d'expression et de presse, de nombreux faits restent inchangés. La prison en fait partie. Elle reste toujours aux yeux de la société, un monde ignoré. La population n'a donc pas conscience de ce qui se passe en prison, car l'État tunisien persiste à cacher toute injustice de ce système carcéral, faisant de lui un sujet totalement et absolument tabou. Combien de temps cette situation va-t-elle persister ? Le prisonnier tunisien aura-t-il un jour le droit à la dignité ? La suppression de la violence, de la déshumanisation de l'homme dans les prisons, aura-t-elle un jour lieu ? Des questions qui restent pour le moment sans réponse. أنا صوت المانسين